Les étages inférieurs étaient un désastre, submergés par l'eau. Les murs s'effritant, la rouille saignante à travers les supports métalliques et des piles de papiers en décomposition. De livres moisis et de débris éparpillés comme les vestiges d'un monde oublié. Lorsque le mandat de perquisition de la succession de Rick Harrison a été délivré pour la première fois, les autorités s'attendaient à une simple enquête financière, peut-être des divergences fiscales ou des erreurs de comptabilité. Mais rien n'aurait pu préparer le FBI à ce qu'il allait découvrir. En descendant dans le sous-sol du manoir, les agents ont trouvé quelque chose d'effrayant. Un mur de briques fraîchement scellé, qui n'était pas du tout à sa place. Lorsqu'ils l'ont franchi, l'horreur a commencé. Chaque couche de briques enlevées révèle d'autres corps, éparpillés dans le sous-sol sombre et humide. L'air était chargé d'une odeur de mort, si accablante que certains agents ont dû battre en retraite, en le temps pour respirer de l'air pur. Ce qui avait commencé comme un contrôle de routine s'était soudain transformé en l'une des scènes de crime les plus horribles de l'histoire récente des États-Unis. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. À mesure que les corps étaient identifiés et que l'enquête s'élargissait, une vérité encore plus sombre est apparue, qui a stupéfié le monde entier. L'homme au centre de tout cela n'était pas un reclus sans nom. Il s'agissait de Rick Harrison, une icône de la télévision. Admiré pour son courage, son esprit vif et son sens des affaires. Un homme que des millions de personnes considéraient comme un symbole de réussite et d'intégrité. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu transformer une figure médiatique bien-aimée en un cœur de cauchemar? La réponse se trouve dans un réseau souterrain tentaculaire et dans un passé que Harrison avait méticuleusement enterré sous des années de gloire et de fortune. La piste des secrets n'a pas commencé par des actes de violence ou des aveux spectaculaires, mais par une simple erreur de chiffre dans un état financier. Ce qui semblait être une fraude fiscale mineure s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Et à chaque nouvelle révélation, l'histoire s'est transformée en une toile de tromperie, d'obscurité et de mort que personne n'avait vu venir. Les écarts étaient mineurs, mais récurrents, et concernaient principalement des transactions en espèces et des marchandises d'origine incertaine, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. Au départ, les agents pensaient qu'il s'agissait d'une affaire de fraude fiscale banale, parmi des centaines d'autres impliquant des entreprises de taille moyenne du Nevada qui tentaient d'exploiter des failles dans la législation. Mais Rick Harrison n'était pas un homme d'affaires comme les autres. Il était le visage du commerce des antiquités en Amérique, une star de la télévision nationale avec des millions de fans. Sun Magazine, qui était apparu des centaines de fois à la télévision, était réputé pour ses objets bizarres, rares et hautement négociables. Le manque de transparence de ses documents financiers n'en était que plus inacceptable. Si une personne considérée comme un symbole de l'intégrité commerciale joue un jeu caché, cela suggère que quelque chose de bien plus grave se cache sous la surface. Une unité spéciale du FBI à Las Vegas a été chargée de surveiller de plus près les activités financières du magasin. Ils ont rapidement découvert une série de transactions suspectes, de nombreux paiements en espèces allant de 15 zéros à 50 000 $, sans facture correspondante. Des articles rares tels que d'anciennes statues de Bouddha, des céramiques chinoises du XIIIe siècle et des objets d'art égyptiens achetés sans que l'on puisse en retracer l'origine. Fait alarmant. Certains objets correspondaient à des listes d'objets volés dans des musées d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe. Un détail particulier a fait passer le cas de Rick Harrison au statut de cas à haut risque. Son nom est apparu plusieurs fois dans le système d'alerte interne d'Interpol. 3 objets trouvés dans sa boutique avant d'être vendus aux enchères à Los Angeles ont été répertoriés comme ayant été volés lors d'attaques à main armée en Syrie et en Jordanie. Selon un rapport interne du FBI, ces objets avaient disparu dans des zones de conflit quelques mois seulement avant d'être retrouvés à Las Vegas. Entre-temps, les enquêteurs ont commencé à examiner les données des banques liées à l'entreprise de Rick. Ils ont découvert un réseau complexe de transactions. L'argent provenant de la vente d'artefacts était acheminé sur plusieurs niveaux de compte.
la plupart enregistrés dans des sociétés écrans au Belize, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques, avant de retourner aux États-Unis. Sous forme d'investissement personnel. En moins de 2 ans, le montant de l'argent rapatrié a été estimé à plus de 4,7 millions de dollars. Cette évolution a modifié le point de vue du FBI. Il ne s'agit plus d'une affaire de fraude financière isolée, mais d'une opération potentielle de blanchiment d'argent à grande échelle. Avec Rick Harrison au centre du réseau, les enquêteurs ont commencé à étendre leurs investigations aux antécédents de clients fréquents et importants de Gold and Silver. Cela a conduit à une découverte surprenante. Au moins 5 personnes qui avaient directement interagi avec Rick dans le cadre de transactions de grande valeur avaient disparu entre 2017 et 2021. Toutes ces affaires n'ont pas été résolues et, notamment, aucune d'entre elles n'a jamais été mentionnée dans les dossiers officiels de Rick, bien qu'aucune preuve directe n'ait lié Rick à des crimes graves à ce stade. Le nombre de coïncidences a poussé le FBI à le placer sous surveillance secrète. Les agents ont été chargés de le surveiller 24 heures sur 24 pendant les 6 mois suivants, en se concentrant sur sa résidence personnelle, un vaste manoir de 1000 mètres carrés situé dans la banlieue ouest de Las Vegas et doté d'un système de sécurité ultramoderne. Les soupçons se sont renforcés lorsque l'équipe de surveillance a observé de nombreuses livraisons inhabituelles au manoir, tard dans la nuit. De grandes caisses en bois sans étiquette ont été transportées par des camions banalisés. Certains des livreurs avaient des antécédents peu clairs et avaient déjà fait l'objet d'une enquête pour leur implication dans le commerce d'antiquités sur le marché noir. Ann Outer, le manoir contenait au moins 3 zones fortement fortifiées qui ne figuraient pas dans les plans originaux du bâtiment. Un détail qui ne peut s'expliquer que par la nécessité de dissimuler quelque chose ou d'éviter d'être repéré. Le FBI a obtenu un mandat de perquisition. Le 17 avril 2024, le manoir de Rick Harrison est perquisitionné. Ce qui a été découvert à l'intérieur n'a pas seulement choqué l'équipe d'enquêteurs, mais a provoqué une onde de choc à travers tous les États-Unis. Personne n'aurait pu prédire que ce qui a commencé par des écarts financiers mineurs ouvrirait la porte à une affaire de meurtre de masse, accompagnée d'une série d'accusations allant du blanchiment d'argent et de la contrebande d'artefacts à l'orchestration d'un réseau criminel mondial. Mais surtout, le Chateau Revelations, l'image publique soigneusement entretenue de Rick Harrison, le sympathique magnat des antiquités, révèle une toute autre personne sous la surface. D'un côté, il était le personnage télévisuel bien aimé, au sourire charmant et aux connaissances encyclopédiques. D'autre part, il est au centre de l'affaire criminelle la plus horrible qui ait jamais émergé de l'industrie de la télé-réalité américaine. Le manoir de Rick, au cœur du mystère. Le manoir de Rick Harrison, situé dans la banlieue cossue de West Las Vegas, était autrefois décrit dans les magazines de style de vie comme un paradis pour les amateurs d'histoire. De l'extérieur, elle semble tout à fait ordinaire. Une propriété de plus de 2 hectares, de haute grise en fer, un périmètre privé bordé d'arbres, une grande piscine dans l'arrière-cour et un garage suffisamment spacieux pour accueillir 4 véhicules de luxe. Tout y respirait la sophistication et l'élégance discrète d'un millionnaire de la télévision. Enviable, raffiné et privé. Mais derrière cet extérieur soigné se cachait ce que les agents du FBI ont décrit plus tard comme un cauchemar conçu par un architecte. Armé d'un mandat de perquisition et d'une équipe de soutien médico-légal en attente, le FBI a fait une descente dans le manoir aux premières heures du 17 avril 2024. Il s'attendait à découvrir des documents, des preuves financières et peut-être des objets de contrebande. Mais personne n'était mentalement préparé à ce qui les attendait derrière les lourdes portes verrouillées. Dès l'instant où les enquêteurs sont entrés, il y a eu une indéniable étrangeté dans l'air. Les intérieurs, bien que luxueux, étaient froids, non pas en termes de température, mais en termes d'esprit. Le manoir dégageait une impression étrange de manque de vie, comme si personne n'y vivait vraiment. Certaines pièces étaient drapées de lourds rideaux, dépourvues de toute trace d'habitation.
De nombreux endroits portaient des traces de scellés ou de fermetures inhabituelles. Au rez-de-chaussée, la police a découvert plusieurs grandes caisses en bois cachées dans la cave à vin, un espace auquel seul le propriétaire pouvait accéder. Ces caisses ne contenaient pas de vin. Elles contenaient plutôt des objets rares, certains enveloppés de velours, portant les emblèmes de musées du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique du Nord. La plupart de ces objets n'étaient pas accompagnés de documents légaux. Beaucoup correspondaient aux descriptions de pièces volées lors de casses à main armée entre 2016 et 2022. Cependant, la véritable horreur a commencé lorsqu'un agent est tombé sur une pièce secrète dissimulée derrière un faux mur dans la bibliothèque privée de Rick. La petite pièce sans fenêtre était étrangement silencieuse et complètement scellée. À l'intérieur se trouvait un cadavre en décomposition enveloppé dans une bâche. Le corps n'était pas identifié, mais il était accompagné d'une montre ancienne, dont il a été confirmé plus tard qu'elle appartenait à un collectionneur disparu depuis 2019. Cette découverte a déclenché le protocole spécial du FBI. L'ensemble du manoir a été bouclé. Les équipes médico-légales ont été déployées en force et le mandat de perquisition a été élargi. Au cours des 48 heures suivantes, 24 autres corps ont été déterrés, certains cachés dans les réserves du sous-sol, d'autres enterrés sous des planches creuses et plusieurs dissimulés dans des endroits qui ne faisaient pas partie du plan original du manoir, ce qui indique qu'ils avaient été construits illégalement par Rick Harrison pour cacher les morts. Tous les corps étaient à différents stades de décomposition, certains étant là depuis plus de 5 ans. Selon les rapports médico-légaux, la plupart des victimes étaient des hommes âgés de 32 à 50 ans. Certaines ont été identifiées comme des personnes portées disparues dans les États voisins, tandis que d'autres n'ont pu être identifiées immédiatement en raison de la perte d'empreintes digitales ou de tissus mous. Fait troublant. De nombreuses victimes avaient un point commun. Elles étaient soit liées aux prêteurs sur gage d'or et d'argent, soit en relation d'affaires avec Rick dans le cadre d'échanges illicites d'artefacts. Sur les lieux, les enquêteurs ont également découvert des centaines de notes manuscrites, qui seraient le journal personnel de Rick. Ces notes décrivaient en détail ses émotions, ses évaluations et ses intentions à l'égard des personnes avec lesquelles il avait eu des relations dans le cadre d'importantes transactions commerciales. Certaines de ces notes font froid dans le dos. Il en sait trop. On ne peut pas lui faire confiance. Il faut s'en occuper rapidement. Risqué élevé. Mais la récompense en vaut la peine. Ces mots ont conduit les enquêteurs à une sombre conclusion. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires impliqué dans des activités criminelles. Il pourrait bien être un tueur en série calculateur et méthodique. Une autre découverte obsédante a été celle de ce que l'on a appelé la galerie secrète. Un espace insonorisé au sous-sol, entièrement isolé du système électrique central et accessible uniquement par des serrures biométriques. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé des objets étranges, des photographies des victimes, de leurs effets personnels, de certaines cartes d'identité et même d'objets qui semblent être des trophées pris après leur disparition. Certains ont parlé d'un mémorial tordu, mais pour le FBI. Il s'agissait d'une preuve indéniable d'un schéma psychologique de meurtre cyclique, un mécanisme par lequel l'auteur conservait la mémoire et le pouvoir sur chaque victime. Lorsque Rick Harrison a été arrêté, il n'a pas paniqué. Selon un agent, il est de rester étrangement calme, n'opposant aucune résistance et ne donnant aucune explication. Il s'est simplement tenu tranquille, regardant la police boucler la maison qui avait été le symbole de sa réussite. Cette attitude troublante ne fait que renforcer la théorie selon laquelle les actions de Rick sont délibérées et calculées, qu'il savait exactement ce qu'il faisait et qu'il l'avait caché pendant des années sans être détecté. Même par sa famille et ses associés les plus proches, l'affaire est rapidement devenue une sensation nationale. La révélation qu'une personnalité de la télévision, appréciée et admirée par des millions de personnes, avait vécu une double vie pendant plus de 10 ans, a laissé le public sous le choc. Les médias se sont rués sur Las Vegas, les caméras et les journalistes se pressant devant les grilles du manoir. Ce qui était autrefois une retraite luxueuse était devenu la scène de
Crime de l'une des affaires les plus horribles de l'histoire de la télé-réalité. À l'intérieur du manoir, chaque porte ouverte révélait des couches de secrets. Plus les enquêteurs avançaient dans leurs recherches, plus ils se rendaient compte que Rick Harrison avait transformé sa propre maison en un dépôt de secrets mortels. Un lieu où se cache la vérité sur son empire, bâti non seulement sur le savoir et la richesse, mais aussi sur le sang et le silence. Ce qui a horrifié le public, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, 25 au total, mais le fait que Rick ait vécu à côté de leurs dépouilles comme si elles n'existaient pas. Comme si la mort elle-même était devenue un élément accepté des négociations impitoyables qui ont défini sa carrière de plusieurs décennies dans le monde perfide de la vente d'antiquités. Ainsi, la question persiste, comme un couteau planté dans la psyché collective. Comment un homme a-t-il pu mener deux vies, l'une sous les projecteurs de la télévision, l'autre dans l'ombre froide d'un meurtre calculé, pendant près de 10 ans sans que personne ne s'en aperçoive? 3. La révélation du réseau criminel clandestin. Lorsque la fouille du manoir de Rick Harrison s'est achevée, les enquêteurs ont réalisé que ce qu'ils avaient découvert n'était que la partie émergée d'un iceberg, et que la partie immergée pouvait être bien plus profonde et étendue qu'ils ne l'avaient imaginé. Les corps découverts ne pouvaient pas être simplement le résultat de la rébellion d'un fou solitaire ou d'un accès de rage incontrôlable. Tout était trop systématique, trop calme, trop parfait. Cela a conduit le FBI à une hypothèse qui demandait à être vérifiée. Rick Harrison n'était pas seulement un meurtrier. Il était la cheville ouvrière d'une organisation, d'un réseau criminel international où les antiquités servaient des couvertures et où les vies humaines étaient le prix à payer pour protéger l'opération. L'analyse des données électroniques récupérées au manoir, y compris les disques durs, les serveurs personnels et les téléphones cryptés, a révélé un système de communication fermé utilisant des plateformes anonymes telles que EncroChat et SkyECC. Les FBI, en collaboration avec Europol, a décrypté les données et découvert des centaines de messages envoyés directement depuis les appareils de Rick. Ces messages contenaient des détails incontestables, des lieux de livraison, des codes d'artefacts, des symboles de valeur et des termes de paiement cryptiques tels que l'or, les grains de riz noir et le compte de sang, un argot utilisé dans les transactions portant sur des antiquités illégales. Parmi les contacts connus de Rick, au moins 12 personnes ont été identifiées comme ayant un casier judiciaire lié à la contrebande d'artefacts. Ces individus étaient membres de groupes criminels organisés opérant en Turquie, en Irak, en Égypte et dans les Balkans. En particulier, 2 d'entre eux, surnommés Farouk et Esman, figuraient sur la liste des notices rouges d'Interpol. Selon un rapport interne datant de 2020. Ces 2 suspects auraient orchestré le vol de près de 300 objets du Musée national de Syrie pendant la guerre civile. Le fait que Rick Harrison ait communiqué directement avec eux, négocié les prix et organisé les livraisons a établi son rôle central au sein de ce réseau. Plus inquiétant encore, le FBI a découvert que Rick ne se contentait pas d'acheter des objets rares. Il était directement impliqué dans le blanchiment de ces articles, dans la détermination de leur faisabilité juridique et dans la recherche de moyens de les légitimer avant qu'ils ne soient mis sur le marché. En d'autres termes, Rick ne servait pas seulement d'intermédiaire financier, mais aussi de consultant professionnel, ce qui faisait de lui une figure indispensable du réseau. Selon les FBI, l'opération de contrebande suivait un modèle triangulaire. Sources d'approvisionnement, principalement dans les régions instables du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est. Intermédiaires de distribution, principaux centres en Europe, notamment en France, en Suisse et en Belgique. Marchés finaux, principalement les États-Unis et la Chine. Rick a servi de porte d'entrée aux États-Unis, utilisant son magasin de prêt sur gage, Gold and Silver, comme point de blanchiment d'artefacts illicites. Il importait les objets aux États-Unis, déguisés comme faisant partie d'une collection légitime, puis les vendait dans le cadre de ventes aux enchères privées ou discrètement à des collectionneurs très fortunés. Entre 2016 et 2023, Rick Harrison aurait légitimé au moins 147 artefacts de valeur, pour un total de transactions dépassant les 19 millions de dollars.
Il s'agit notamment d'une statue de Bouddha du 16e siècle volée dans le nord de l'Inde, d'une sculpture de lion antique provenant d'Arménie, de 2 récipients à vin en bronze de la dynastie Zhou en Chine et d'une copie presque intacte du livre des morts égyptiens, qui aurait été pillé à Luxor en 2011. Ces objets, en vertu du droit international, sont interdits à la circulation commerciale. Mais la réputation d'expert de Rick lui a permis de contourner les systèmes de vérification. Le réseau fonctionnait dans le plus grand secret. Les transactions étaient effectuées par le biais d'intermédiaires. Les paiements transitant par des sociétés offshore dans les Caraïbes et les marchandises accompagnées de faux documents produits dans des ateliers en Roumanie ou à Hong Kong. Ceux qui ont osé s'opposer ou remettre en question l'opération de Rick Harrison ont tout simplement disparu. Leur corps figurant aujourd'hui parmi les 25 retrouvés dans le manoir qu'il s'est fait construire avec le produit de ses crimes. Un cas notable est celui de Javier Monte, un collectionneur espagnol qui a disparu à Las Vegas en 2020 après avoir rencontré Rick, selon sa femme. Javier s'était inquiété de l'origine douteuse de certains artefacts que Rick lui avait proposés. Peu après, il a disparu sans laisser de traces. Son corps a été identifié comme l'une des 25 victimes retrouvées dans le manoir de Rick, ce qui a été confirmé par l'analyse de l'ADN de ses dents. Un autre cas concerne Valerie Chen, une journaliste canadienne indépendante qui avait écrit des articles critiques sur la manière dont les magasins de pornographie américains pouvaient exploiter les vides juridiques pour faire le trafic d'objets interdits. Valerie avait tenté d'interviewer Rick, mais avait disparu 4 mois plus tard dans le Nevada. Le FBI a confirmé que l'ADN d'une des femmes retrouvées dans le sous-sol de Rick correspondait au sien. Ces affaires donnent une image sombre de la situation. Rick ne se contentait pas d'éliminer ses concurrents. Il était prêt à tuer quiconque remettait en cause le système qu'il représentait. Dans un journal retrouvé lors des recherches, Rick avait écrit « Pour garder l'or, il faut enterrer profondément les creuseurs ». L'enquête du FBI a également révélé que Rick n'avait pas agi seul. Il avait des complices, des personnes qui connaissaient ou au moins soupçonnaient une partie de la vérité. Plusieurs personnalités du secteur des antiquités ont été citées à comparaître, notamment un conseiller de musée renommé à New York et un expert en vente aux enchères anciennement employé par Sotheby's. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir contribué à authentifier la provenance d'objets douteux. Bien qu'aucune accusation formelle n'ait encore été portée à leur encontre, la liste des suspects ne cesse de s'allonger. Une partie de la réponse réside dans la réputation personnelle de Rick. En tant que personnalité de la télévision, Rick disposait d'un bouclier médiatique naturel. Il apparaît à la télévision comme un homme passionné d'histoire, curieux et calme. Il a organisé des conférences, participé à des expositions et entretenu de bonnes relations avec des organisations historiques réputées. Tout soupçon à son égard a été rapidement écarté avec scepticisme. Rick Harrison, un contrebandier? Impossible. L'autre partie réside dans la nature même du commerce des antiquités. Dans ce monde, la frontière entre le légal et l'illégal est souvent floue. Peu d'objets ont une origine parfaitement traçable et l'authentification repose souvent sur la crédibilité personnelle plutôt que sur une documentation objective. Rick, dans ce cas, était à la fois un acteur du système et un réécrivain de ses règles. La révélation de ce réseau a fait de l'affaire Rick Harrison bien plus qu'un scandale personnel. Elle a ouvert un nouveau chapitre d'échec dans la lutte mondiale contre la contrebande culturelle, où les criminels ne portent plus de masques, mais enfilent des costumes, se tiennent sur des plateaux de télévision et sourient en parlant de la valeur de l'histoire. Lorsque le FBI a publié ses premiers éléments de preuve, le public américain n'a pas seulement été horrifié par les 25 corps, mais aussi par une question plus vaste et plus troublante. Combien de personnes? Combien d'objets? Combien de musées font partie d'un réseau dont Rick Harrison n'est que la tête de dragon? La W de Rick Harrison. À la télévision. Rick Harrison était un nom bien connu. Il donnait l'image d'un homme d'affaires intelligent et posé. Quelqu'un qui abordait les situations avec calme et de vastes connaissances. Des pièces de monnaie romaines aux armes à feu de l'époque de la guerre civile. Rick se présentait comme un érudit amical,
quelqu'un qui ne se contentait pas d'évaluer les objets, mais qui partageait également les récits historiques qui les sous-tendaient. C'est ce qui le distinguait des autres stars de la télé-réalité. Les gens le regardaient non seulement pour se divertir, mais aussi pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais lorsque le FBI a découvert ce qui se trouvait à l'intérieur du manoir de Rick, le monde a été forcé de se demander comment un homme pouvait vivre une double vie aussi extrême pendant plus d'une décennie. D'un côté, un modèle moral, et de l'autre, un tueur en série. La réponse ne réside pas entièrement dans l'intelligence ou les talents d'acteur. Elle est plus profonde. Rick Harrison a vécu une vie méticuleusement conçue pour contrôler tout ce qui l'entourait, y compris la façon dont les autres le percevaient. Il ne s'agissait pas d'un simple déguisement, mais d'un processus délibéré d'isolement dans des personnalités distinctes, chacune opérant avec précision. Les documents personnels trouvés dans son manoir, en particulier les entrées de journal soigneusement conservées dans le tiroir de son bureau, révèlent un Rick Harrison complètement différent du personnage public. Dans ses écrits, il parle de la pression exercée pour maintenir une image médiatique, du sentiment d'être étouffé par une admiration factice et, surtout, de la création d'un espace privé où je peux faire ce que je veux sans la permission de personne. L'un de ses écrits fait froid dans le dos. Ce n'était pas une confession. C'était une reconnaissance froide et calculée. Rick savait exactement qui il était. Il n'a pas nié les ténèbres qui étaient en lui. Il a simplement appris à la cacher dans un endroit que personne ne soupçonnerait, sous les projecteurs de la célébrité. Les experts en psychologie criminelle qui ont analysé l'affaire s'accordent à dire que Rick Harrison ne correspondait pas au profil d'un tueur incontrôlable ou impulsif, et il présentait plutôt les traits d'un tueur organisé, d'une personne très intelligente, douée pour la manipulation et capable de maintenir des routines sans faille pour se couvrir. Cela explique comment il a pu vivre, travailler et apparaître régulièrement à la télévision, alors qu'à quelques mètres de lui gisaient les corps de ceux qui s'étaient opposés ou avaient menacé le réseau souterrain qu'il contrôlait. L'une des caractéristiques de ces tueurs est l'obsession du pouvoir absolu, non seulement dans l'action, mais aussi dans l'état d'esprit. Rick ne se contentait pas de faire de la contrebande d'objets. Il voulait contrôler l'ensemble de l'opération, de l'approvisionnement à la fixation des prix, en passant par la réputation des vendeurs. Si quelque chose n'a pas de prix, Rick doit être le seul à le déterminer. Cet état d'esprit influençait directement la façon dont il traitait les menaces. Les victimes n'étaient pas tuées par haine personnelle, mais parce qu'elles perturbaient le bon fonctionnement du système mis en place par Rick. Il s'agissait d'erreurs, et Rick traitait les erreurs en les éliminant, tranquillement, sans émotion, comme s'il retirait une pièce défectueuse d'une chaîne de production. Au cours de l'enquête, les experts ont découvert que Rick conservait de nombreux effets personnels de ses victimes, des montres-bracelets, des colliers, voire de vieux billets d'avion, des reçus d'hôtel et des photos de famille. Ces objets étaient rangés dans des vitrines dans une pièce secrète, verrouillés avec un accès par empreinte digitale que seul Rick pouvait ouvrir. Le FBI appelait cela ses archives de souvenirs de crime. Et pour Rick, comme il l'a noté sur un morceau de papier, il s'agissait de son véritable livre de comptes. C'est le vrai livre de comptes, où je compte non pas l'argent, mais ceux qui sont indignes de vivre. Cette collection obsessionnelle, bien que grotesque, révèle une autre facette de la personnalité de Rick. Il ne se contentait pas de tuer pour éliminer, il tuait pour se souvenir. Tout comme il appréciait une pièce de monnaie romaine ou une arme à feu du 18e siècle. Rick chérissait ses exploits dans le monde souterrain. Sauf que cette fois, les trophées étaient des vies humaines. La séparation entre le Rick de la télévision et le Rick de l'ombre n'est pas due à un traumatisme d'enfance ou à une tragédie personnelle. Selon les rapports psychologiques commandés par le FBI, Rick a eu une enfance normale, sans abus ni antécédents de maladie mentale. Cependant, dès son plus jeune âge, il a montré des signes d'obsession de la supériorité. Il aimait gagner, il aimait prouver aux autres qu'ils avaient tort, et il détestait particulièrement qu'on lui pose des questions. Les professeurs du lycée l'ont décrit comme un enfant tranquille, qui ne se distinguait pas socialement, mais qui voulait toujours être le seul à avoir la bonne réponse. La célébrité n'a pas choqué Rick.
Elle est devenue un outil. Pendant les 10 ans de Pawn Stars, Rick n'a jamais commis d'erreur majeure. Il a contrôlé le contenu, n'est apparu que lorsqu'il était parfaitement préparé et s'est tenu à l'écart des médias à sensation. Cela montre qu'il a profondément compris le pouvoir de la perception et qu'il s'en sert comme d'une armure contre tout soupçon. C'est cette maîtrise du contrôle de l'image qui a choqué le public lorsque la vérité a éclaté au grand jour. Rick n'était pas une personne recluse ou visiblement instable. Il était l'incarnation de la fiabilité. Lorsque les gens ont réalisé que même un symbole de confiance pouvait être un meurtrier de sang-froid, cela a ébranlé les fondements même du sentiment de sécurité de la société. Le public de Rick était principalement composé d'Américains de la classe moyenne, de personnes qui croyaient en l'effort personnel et au rêve de construire des richesses à partir de rien. Ils admiraient Rick, car il était la preuve vivante de ce rêve. Cette affaire ne les a pas seulement blessés, elle les a aussi fait se sentir trahis, comme si Rick n'avait pas seulement tué des gens, mais qu'il avait aussi détruit la confiance qu'ils avaient dans les médias et dans l'image de la réussite. Cette division, cette dualité, ne s'arrête pas à Rick en tant qu'individu. Elle reflétait également la nature même de la télé-réalité. Un monde où tout peut être construit, poli et édité pour paraître plus réel que la vérité. Rick l'a compris et s'en est servi pour créer une version parfaite de lui-même à laquelle il a commencé à croire. Mais l'autre côté, celui que le FBI a découvert dans son manoir, c'est le vrai Rick. Non pas l'homme qui évaluait les artefacts, mais celui qui évaluait les vies humaines. Et le prix qu'il a fixé, comme en témoignent les 25 corps retrouvés dans son manoir, était parfois la mort. Impact médiatique et réaction de l'opinion publique. Lorsque le FBI a officiellement annoncé la découverte de 25 corps dans le manoir de Rick Harrison, les États-Unis ont été profondément ébranlés. Toutefois, ce n'est pas seulement le nombre de victimes ou la nature effroyable des crimes qui a horrifié le public. Ce qui a laissé tout le monde incrédule, c'est le nom lié à l'affaire. Une célébrité qui apparaissait régulièrement sur les écrans de télévision depuis plus de 10 ans, révélé maintenant comme l'un des tueurs en série les plus rusés de l'histoire de la télé-réalité. La première réaction du public s'est tournée vers sa famille. En particulier Corey Big Hoss Harrison, le fils biologique de Rick et partenaire de longue date dans l'émission Pawn Stars. Corey n'était pas seulement l'héritier par le sang. Il était aussi le successeur direct de l'héritage télévisuel de Rick. Les allégations soudaines contre son père en tant que tueur en série, opérateur d'un réseau international d'artefacts et de contrebande, et homme menant une double vie dans le manoir familial, ont placé Corey directement sous le feu des projecteurs de la suspicion, de l'examen minutieux et des attaques personnelles. Les médias ont immédiatement exigé des réponses. Corey le savait-il? Dans Pawn Stars, Corey était présenté comme un personnage jovial, parfois naïf, qui soutenait toujours son père dans les grandes affaires. Avec une émission qui a duré plus d'une décennie et diffusé plus de 500 épisodes, beaucoup ont eu du mal à croire que Corey n'avait rien remarqué d'anormal chez son collègue de père. L'opinion publique s'est divisée en deux camps. L'une exprime sa sympathie, considérant Corey comme une victime, et l'autre est plus critique, suggérant qu'il aurait pu savoir, mais qu'il a gardé le silence pour des raisons de profit personnel. Lors de sa seule apparition publique après l'incident, Corey s'est brièvement adressé aux caméras en déclarant « Je ne savais pas. Si j'avais su, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je suis son fils, pas son complice. » Mais ces paroles n'ont pas réussi à étouffer la vague de doute. Certains internautes ont déterré de vieilles interviews, disséqué des extraits de l'émission et cherché des indices dans le comportement de Rick que Corey aurait pu déceler. Personne ne pouvait le dire avec certitude, mais ce qui était clair, c'est que l'image de Corey, autrefois celle de l'héritier loyal, était maintenant entachée de suspicion, tout comme l'équipe de production de Pawn Stars. Leur choc n'était pas seulement dû au crime, mais au fait qu'ils avaient passé plus de 10 ans à travailler, filmer et interagir avec un meurtrier sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Selon un assistant de production anonyme interrogé par The Hollywood Reporter, Rick a toujours été celui qui contrôlait toutes les opérations en coulisses, de l'édition du scénario au calendrier de tournage.
Il n'était jamais très amical, mais il était toujours ponctuel, professionnel et ne perdait jamais son sang-froid. Avec le recul, c'est ce calme qui est vraiment terrifiant. Lorsque le scandale a éclaté, History Channel n'a eu d'autre choix que d'annuler définitivement l'émission. Bien que Porn Stars ait été l'une des franchises les plus anciennes et les plus rentables de la chaîne. Les contrats publicitaires, les droits de distribution internationaux et même les contrats de tournée des magasins ont tous été résiliés en moins de 10 jours. De nombreux membres de l'équipe qui travaillaient depuis longtemps pour l'émission se sont retrouvés soudainement au chômage. J'ai l'impression d'avoir contribué à la création d'un monstre médiatique. A Admiss on Cameraman, le magasin d'or et d'argent pornographique. Le magasin réel qui avait été une attraction touristique majeure à Las Vegas a également été fermé pour une durée indéterminée. Le bâtiment a été mis sous scellé pour les besoins de l'enquête et les touristes l'ont totalement évité. Ceux qui avaient visité le magasin pour acheter une petite babiole et éventuellement rencontrer Rick Harrison en personne voulaient désormais oublier qu'ils y avaient mis les pieds. La famille de Rick a été laissée en désordre. Sa femme, qui apparaissait parfois dans les coulisses, a disparu de la scène publique et aurait quitté l'État du Nevada. Ses autres enfants ont également gardé le silence. Selon certaines sources, ils coopéraient avec les enquêteurs pour déterminer quels biens familiaux avaient été acquis par le biais d'activités illégales, une étape nécessaire pour éviter toute responsabilité pénale. Le procès et la condamnation. Finn Mars, 2025. Rick Harrison a été officiellement inculpé de 29 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, exploitation d'un réseau criminel organisé, contrebande d'antiquités, blanchiment d'argent et entrave à l'application de la loi. La procédure d'inculpation a été accélérée à l'issue d'une enquête de près de 3 mois, à laquelle ont participé plus de 70 agents fédéraux et experts en criminologie. À ce moment-là, il ne faisait aucun doute que Rick Harrison était le personnage clé d'une série de meurtres organisés dans son propre manoir, où le FBI avait découvert 25 corps méticuleusement cachés, transformant la propriété en un effrayant musée de la mort. Le premier procès s'est ouvert le 18 septembre 2024 devant la Cour fédérale du Nevada, sous haute sécurité et sous l'œil attentif des médias internationaux. La presse l'a surnommé le procès du siècle de la télé-réalité. Plus de 200 journalistes ont été autorisés à couvrir l'affaire en direct depuis l'extérieur du palais de justice. CNN, NBC et CBS ont fourni des analyses quotidiennes, disséquant les moindres détails de la procédure. Jamais auparavant une star de la télé-réalité américaine n'avait été confrontée à un tel nombre d'accusations et de preuves accablantes. La procureure en chef du Nevada, Maria Lopez, a commencé par une déclaration qui fait froid dans le dos. L'accusé Rick Harrison n'est pas seulement un meurtrier. Il a bâti un empire du crime. Chaque brique de son manoir a été posée avec le sang et les os de ses victimes. Le dossier de l'accusation repose sur 3 piliers principaux. Des preuves matérielles provenant de la scène de crime, des restes des victimes, des journaux et des objets personnels, des données électroniques, y compris des messages cryptés, des enregistrements secrets et des séquences de surveillance interne. Des témoignages de personnes ayant échangé des objets avec Rick ou ayant été menacées par lui. Un détail révélé au tribunal a laissé la salle d'audience dans un silence stupéfait. Une vidéo montrant Rick Harrison debout dans la bibliothèque de son manoir, devant l'une de ses vitrines de trophées, en train de toucher un collier identifié par la suite comme appartenant à la victime Valerie Chen. Dans la vidéo, Rick ne dit rien, mais la façon dont il fixe l'objet, calme, froid et dépourvu d'émotion, a donné des frissons au jury. La défense, dirigée par un avocat de renom, Peter O'Donnell, a utilisé une double stratégie, niant les accusations de meurtre et remettant en cause la légitimité du processus d'enquête. Elle a soutenu qu'une grande partie des preuves pouvaient avoir été fabriquées et que Rick Harrison avait été victime d'une conspiration visant à détruire sa réputation et sa fortune. O'Donnell a qualifié à plusieurs reprises l'affaire de procès médiatique, critiquant la façon dont le public et la presse avaient condamné Rick avant qu'il n'ait eu l'occasion de se défendre. Cependant,
Ces arguments n'ont pas réussi à contrer la montagne de preuves. Sous la pression du dossier solide de l'accusation, la défense a changé de tactique, suggérant que Rick aurait pu souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité ou d'un traumatisme psychologique non résolu. Cependant, une série de dossiers médicaux et d'évaluations psychologiques menés par le FBI ont permis d'écarter cette hypothèse. Il s'est avéré que Rick était pleinement conscient de ses actes, qu'il n'avait aucun antécédent de maladie mentale et qu'il a été jugé mentalement compétent pour être jugé. Le point culminant du procès s'est produit lorsque Rick Harrison a été autorisé à se représenter lui-même devant le tribunal. Une décision surprenante. Pendant près de 40 minutes, il a maintenu un contact visuel direct, a parlé d'un ton égal et a nié toutes les accusations de meurtre. Il a déclaré « Je suis un homme d'affaires. Je fais du commerce d'antiquités. Je ne suis pas un meurtrier. Tout ce que vous dites sur moi, sur le manoir, sur les corps est soit fabriqué, soit fait partie d'un coup monté. Cependant, ces dénégations n'ont fait qu'aliéner davantage le jury. Son manque d'options, son absence de remords et son détachement total de la réalité des crimes contrastaient fortement avec les preuves accablantes découvertes à son domicile. Des témoignages ont encore resserré l'étau juridique autour de lui. Un ancien employé a déclaré que Rick l'avait un jour menacé parce qu'il en savait trop. Un expert en vente aux enchères a admis avoir été payé pour falsifier la provenance des objets vendus par Rick. Un journaliste ayant travaillé avec Valerie Chen a confirmé que Valerie avait exprimé des craintes pour sa vie après avoir enquêté sur Rick quelques semaines avant sa disparition. Enfin, après près de 7 semaines de procédure et plus de 80 séances, le jury de 12 personnes a rendu son verdict à l'unanimité. Rick Harrison a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour les 25 victimes confirmées, ainsi que d'accusations liées à la contrebande, au blanchiment d'argent et à l'exploitation d'un réseau criminel transnational. La sentence a été prononcée, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal a également ordonné la confiscation de tous les biens de Rick, y compris son manoir, le magasin de prêts sur gage en or et en argent, les comptes bancaires internationaux et une collection d'artefacts évalués à des millions de dollars. Lorsque Rick a été escorté hors de la salle d'audience, il ne s'est pas retourné. Il s'éloigne comme s'il était résigné à son sort, non pas comme un homme trahi, mais comme un homme dont les secrets ont été entièrement dévoilés. Avec une expression dénuée d'émotion, il a disparu derrière les portes d'acier, important avec lui un passé que l'Amérique veut oublier, mais qu'elle n'oubliera jamais. Rick Harrison, qui est passé du statut d'icône de la télévision nationale à celui de tueur, en série condamné et de cerveau d'un réseau international de contrebande d'antiquités, a non seulement provoqué sa propre chute, mais a également laissé un sombre héritage à l'industrie de la télé-réalité et, plus largement, à la perception qu'a le public de la vérité et de la confiance. Le procès est terminé. Le verdict a été prononcé. Mais les fissures laissées par l'affaire Rick Harrison dans le tissu de la société américaine persistent. Dans les forums universitaires, les conférences de presse et les cours de journalisme. Le nom de Rick Harrison fait désormais figure d'exemple de personnage public à deux visages et de rappel brutal de l'incapacité du public et de l'industrie télévisuelle à voir au-delà de l'apparence polie. Que pensez-vous de cette affaire? Quelle partie vous fait le plus froid dans le dos? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre votre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires encore plus horribles que la fiction. Car la vérité est parfois bien plus effrayante que l'imagination. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.